La fille que vous voyez ici est Robin Dohan, 10 ans. 5 heures avant l'enregistrement de cette séquence, Robin dormait dans son lit à la maison, où elle vivait avec sa famille aimante. She chose to walk off with this guy, and I can't blame myself for that. God, I'm sorry. He lied. Le Kenyan Monet, 19 ans, kidnappé, agressé et finalement assassiné, a été la première victime officielle du monstre de l'eau de Javel. Fidèle à son homonyme, le tueur n'a jamais laissé de traces de ses crimes, nettoyant tout à fond, forçant les détectives à un jeu sans fin du chat et de la souris avec lui. Pendant plus de 6 mois, la police de Denver a eu du mal à trouver des preuves tangibles contre lui, jusqu'à ce qu'il frappe à nouveau. Mais sa prochaine victime a survécu et a pris sur elle de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais blesser qui que ce soit. Dans la tristement célèbre ville d'Aurora, juste à côté de Denver, dans le Colorado, l'ambitieuse Kenyan Monet de 19 ans se prépare pour une soirée entre filles bien méritée après une longue semaine de travail et d'études. Sans le soutien des autorités, Tony Lee a pris sur lui d'enquêter sur sa disparition. Je passe par son téléphone et ses amis envoyaient un message pour essayer d'entrer en contact avec elle, vous savez qu'elle ne répond pas du tout. Et nous voyons un message texte de ce type nommé Travis. Et le message disait, c'est Travis le gars au visage souriant de van blanc effrayant. Êtes-vous bien rentré ? Pour le reste de la journée, Tony n'arrêta pas d'appeler tout le monde. La seule personne qu'il ne pouvait pas joindre était Travis. Je n'arrêtais pas de l'appeler, je continuais à lire ses messages. J'ai dû appeler ce numéro de téléphone 20 à 25 fois au cours des prochaines 24 heures. C'est arrivé au point où je n'appelais plus aucun de ses amis parce que je sentais que cette personne semblait avoir été la dernière personne à l'avoir vu. Le lendemain, 48 heures après sa disparition, le téléphone a enfin sonné. Et dans la nuit du 2 avril vers 20h. C'est lorsque j'ai reçu mon premier appel de Travis Ford. Il nous a raconté l'histoire. J'ai dit, oui, vous savez, je l'ai vue là-bas. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide parce que, vous savez, elle avait l'air d'être vraiment hors de propos, vous savez. J'ai donc dit, eh bien, je ferais mieux de l'aider. Alors, tu sais, elle est montée dans ma camionnette. Travis a ensuite raconté à Tony ce qui, selon lui, s'était passé cette nuit-là. Après l'avoir récupérée, elle lui a demandé de s'arrêter à une station-service. Là, elle a vu un homme fumer une cigarette. Au loin et a quitté la voiture pour aller le voir. Travis a ensuite expliqué qu'il l'avait laissé là avec l'inconnu. C'est ce qu'il a dit à cela si sale fort et j'ai raccroché et je me suis dit que c'était l'histoire la plus fantastique que je n'ai jamais entendu parler. Pas un mot de ce qu'il m'a dit n'avait de sens pour moi. Tony a commencé à bouillir à l'intérieur. Même s'il était sûr que Travis mentait, il ne pouvait pas faire grand-chose sans le soutien de la police. Mais il n'a pas ça ne me dérange pas de risquer sa propre vie si cela signifiait qu'il pouvait sauver sa fille. Je suis énervé. Je suis juste assis là. C'est comme, je ne peux pas y croire. J'ai pris les choses en main. J'ai appelé Travis et j'ai dit, Travis, j'ai quelques questions que je veux vous poser, dites-moi encore où vous l'avez vu pour la dernière fois et il a dit, pourquoi ne me retrouvez-vous pas là-bas ? Je lui ai dit que je suis sur mon chemin. J'ai attrapé un pistolet de 9 mm, je l'ai mis dans ma taille et je lui ai dit, je suis en route pour rencontrer ce gars que Maria me suppliait, Tony ne fais pas ça, ne va pas là-bas c'est dangereux ce dont ça sonne pas bien. J'ai dit qu'il fallait y aller. Ils ne feront rien. My mom, she knows my dad, so she calls the police and she goes, you need to meet my husband right now because he's meeting up with this man and I don't think it's going to end. Les officiers y sont envoyés parce que M, la femme de Lydie, il va y aller et il a une arme à feu et il va affronter ce type quand Tony arrivera à la station-service. Il a laissé son pistolet dans la boîte à gants et a commencé à marcher vers Travis. Mais avant même qu'il ait pu lui parler, la police est arrivée et l'a arrêté net. Comme il n'y avait pas encore d'enquête lancée, la police n'était pas au courant de toute la situation, mais a permis à Tony de parler avec Travis pendant 1 minute. Il a ensuite raconté toute son histoire, mot pour mot, devant les officiers, ajoutant quelques commentaires d'excuses ici et là. Puis, il offrit sa main à Tony, pour une poignée de main. J'ai tendu la main, j'ai dit, j'apprécie. Nous nous sommes serrés la main. Quand je lui ai serré la main, c'était comme si un tremblement de terre se produisait sous ses pieds. Et ce n'était que dans la main que je pouvais sentir son bras. Ne secouez pas son corps. Ne tremblez pas. Il n'y avait pas de tremblement. J'ai senti ce tremblement. Et je l'ai regardé. Et je savais que je serrais la main de la dernière personne qui a vu le Kenya vivant. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Je l'ai su à cet instant. Même si l'enquête n'avait pas encore été correctement lancée, la police a décidé d'accéder à la demande de Tony d'au moins vérifier le van de Travis.
Ils n'ont trouvé aucune preuve d'un crime, ni rien à noter, à part la forte odeur, l'odeur d'eau de Javel. Au point où, lorsque vous pulvérisez quelque chose comme sur un plafond, un toit, et que vous pulvérisez tellement qu'il coule, c'est la quantité d'eau de Javel qu'il a pulvérisé sur cette camionnette. J'en ai assez regardé, vous savez de vraies histoires de crimes avec ça, mais l'eau de Javel veut dire quelque chose. Ajoutez l'eau de Javel à la poignée de main pénible de tout à l'heure. Tony était maintenant convaincu que sa fille n'avait pas survécu cette nuit-là. Après avoir laissé Travis dans la police, il tenta de rentrer chez lui, mais il ne put affronter sa famille, toutes plus pleines d'espoir les unes que les autres alors qu'il connaissait le sort réel de sa fille. Avec 24 heures avant le début de l'enquête, Tony a décidé de ne plus perdre de temps et, encore une fois, a pris les choses en main. Il est parti à sa recherche, peu importe à quel point ce qu'il pouvait trouver était sinistre. Je suis allé plonger dans les poubelles. Je regardais des boîtes de monnaie pour son corps, dans toutes les ruelles. Il devait garder cela secret, puisqu'il ne pouvait pas se permettre de blesser encore plus sa famille. Je ne saurais vous le dire. Je ne pouvais pas partager ce que je ressentais parce que cela aurait supprimé la seule chose que tout le monde avait en ce moment. Cette seule chose que tout le monde avait était l'espoir. Le lendemain, l'enquête a finalement été confiée à un détective et la nouvelle de la disparition du Kenya a été rendue publique. Posters can be seen all over downtown Denver for missing teen Kenya Monye, last seen at the club 24K. She reportedly went to the restroom, left her purse and cell phone behind, and never came back. Ander Nash Garul, détective vétéran de la police de Denver. Naviguant dans sa propre voiture de police lowrider personnalisée, ressemblant plus à un personnage de film qu'à un véritable policier, Garul n'a pas perdu plus de temps à envoyer toute la force de son département. Tout le monde s'est impliqué là-dedans et nous avons simplement envoyé des détectives chercher des vidéos, faire des toiles, je veux dire interviewer des gens, c'était une sorte d'effet de fusil de chasse. Et ils ont trouvé des images d'elle à partir d'une caméra de sécurité dans un complexe d'appartements à proximité, mais la seule information de valeur qu'ils ont recueillie à partir de ces bandes était l'état apparent de forte intoxication dans lequel le Kenya semblait être. Comportement très étrange pour une fille qui est sortie dansant souvent mais buvant à peine du tout. Le lendemain, Garula a reçu un appel inattendu d'une dame prétendant être la patronne de Travis à la boulangerie. Il travaillait elle regardait ses propres images de vidéosurveillance et a remarqué quelque chose de suspect à son sujet. Elle le voit entrer dans le bureau après que tout le monde soit parti avec de longs gants de nettoyage et il débranche l'enregistreur et elle a juste pensé que c'était étrange. La veille du débranchement du système de sécurité, il a entreposé une de ses glacières dans le congélateur de la boulangerie, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. En fait, il décharge la glacière, la place sur un petit chariot et la ferme avec du ruban adhésif noir et la met dans le congélateur de la boulangerie et il y a des employés qui se promènent. Et son comportement étrange ne s'est pas arrêté là. Elle a également remarqué qu'il continuait à se promener dans le congélateur. Et ce qui la rendait étrange, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un entrait dans cette glacière, il entrait après. Lorsqu'il est allé voir à l'intérieur de l'appareil, la glacière avait disparu, mais il n'a pas laissé cette déception l'arrêter. Au lieu de cela, il a envoyé toute une équipe pour fouiller les environs. Nous ne trouvons rien à l'intérieur de la boulangerie, mais nous retrouvons un baril où des choses ont été fraîchement brûlées. À ce stade, Garoulet a interrogé Travis mais n'avait aucune preuve contre lui. Même le baril qu'ils ont trouvé derrière la boulangerie a dû être nettoyé car il ne contenait ni ADN ni empreinte digitale. Puisqu'il était une personne d'intérêt dans l'affaire, le détective a obtenu un mandat de perquisition et a recueilli un échantillon d'ADN de lui, mais n'a pu le lier à quoi que ce soit dans leur base de données. Il a dit « Que pensez-vous de moi ?» J'ai dit « Je pense que vous êtes un sale type. Je pense que vous êtes un abruti. Je pense que vous pensez que vous êtes un monstre. » Il a dit « Suis-je un psychopathe ou un sociopathe ?» Peut-être qu'il me testait comme je le testais pour voir si je lui donnerais une réponse honnête. Et je voudrais. Plus tard dans la journée, après que Garoulet ait dû le laisser partir, Travis est apparu à la télévision. Depuis que les détails entourant l'enquête ont été divulgués aux médias, la panique morale a englouti la ville de Denver avec leur principal suspect sous les projecteurs. La dernière chose qu'il s'attendrait à ce qu'il fasse était d'essayer d'effacer son nom à la télévision en direct. Since you're a person of interest, let me ask you this. Did you do something with her? No, Did you kidnap her? no, Did you sexually assault her? I did not. Libéré une fois de plus, Travis a décidé de retourner dans sa ville natale de Fort Collins au nord de Denver un mois plus tard, le 4 juillet, Lydia Tillman, cadre d'une entreprise viticole de 30 ans, profite du feu d'artifice organisé par la ville. Originaire de Fort Collins, elle a décidé de renoncer à une occasion unique de faire avancer sa carrière en Espagne, de revenir dans sa ville natale pour aider son père gravement malade.
Ce qui allait arriver à Lydia a fini par affecter sa capacité à parler, mais il est important de la laisser raconter sa propre histoire, dans ses propres mots. This is July 5th, 2011. I was walking home from the fireworks in Fort Collins, and a stranger followed me home. He pushed me into my home. What followed was a brutal attack, rape. He tried to kill me. The only reason why he didn't is because of my strength and will. Après que ce soit terminé, Lydia a été assommée au sol, convaincue qu'elle était morte. Son agresseur a ensuite aspergé son corps d'eau de Javel, mis le feu à son appartement. Somehow I came to enough to jump out of the second-story window onto concrete. Splat. It really hurt, but I was saving myself, my life. Malgré les heures tardives, un voisin a remarqué l'incendie et a fait de son mieux pour intervenir. Bientôt, tous les services d'urgence étaient sur place. Jacqueline Shackley, la détective chargée de l'affaire, a trouvé Lydia derrière le bâtiment, miraculeusement encore en vie. Nous l'avons trouvée dans le jardin avec un air horrible. Elle avait été sévèrement battue et elle ne portait aucun vêtement. Et elle s'est levée et a couru directement à l'ambulance et est montée à l'arrière. La sœur de Lydia, Esther Tillman, a été la première à arriver à l'hôpital. Elle était méconnaissable. Quand je l'ai vue pour la première fois, je n'arrivais pas à croire que c'était elle. Sa mâchoire était écrasée et ses orbites et son poignet étaient cassés, brisés, puis elle avait des côtes cassées. En plus de cela, elle a dû être placée dans un coma médicalement provoqué à cause de l'accident vasculaire cérébral, donc Shackley n'a pas pu l'interroger. Au lieu de cela, elle a suivi son instinct et a rappelé ses collègues à Denver. Shackley a ensuite envoyé une équipe médico-légale pour examiner Lydia à l'hôpital. Elle n'avait cependant pas de grands espoirs, puisque Lydia a été trempée dans de l'eau de Javel après le crime. Mais, à la fin, les médecins légistes ont trouvé quelque chose. ADN inconnu. Par-dessus tout, Garoulet voulait mettre fin à la famille du Kenya, alors il a essayé de convaincre Travis de conclure un accord dès le départ et lui a demandé ce qu'il en voulait. Il dit « Je vais vous dire ce que j'ai fait, où se trouve son corps, tant que vous ne me qualifiez pas de délinquant sexuel et que vous ne me donnez pas la peine de mort. » Et j'ai dit « Allez tout me dire ?» Il a dit « Oui. » Je vous ai dit « D'accord. » Comme vous pouvez le deviner, c'était complètement inattendu. Garul lui-même ne pouvait pas y croire au début. J'ai quitté la prison, je suis sorti dans ma voiture et je me suis dit « Ai-je bien entendu ou suis-je en train de rêver ?» J'ai même rejoué l'enregistrement pour moi-même. Le lendemain, Travis a conclu l'accord avec le procureur de district et a accepté de remettre le corps du Kenya à Garul. Nous nous dirigeons vers le site, à côté d'un petit bosquet d'arbres. Il dit qu'elle est là-bas. Alors nous marchons là-bas et il se tient debout au sommet de la colline et il y a comme un petit ravin. Il dit « Vous vous tenez juste au-dessus d'elle. » Pendant que les médecins légistes de la police déterrent le corps, les détectives retournent à Denver pour interroger Travis une dernière fois avant son procès. Là, il a avoué le meurtre de Kenya, depuis le début, après l'avoir récupérée cette nuit-là. Il dit qu'elle s'est évanouie. Il couche avec elle pendant qu'elle dort. Elle se réveille, elle le confronte, elle commence à le frapper. Alors que le combat continuait, Travis l'a étranglée, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle était partie, morte, à l'arrière de sa camionnette. Alors il la met dans la glacière, puis il retourne à la boutique où on l'a devant la caméra, branche la vidéo, il lui enlève tous ses vêtements, brûle tous, lui verse de la javel et la nettoie à la javel, la remet dans la camionnette, puis l'emmène à Kingsburg où il l'enterre. Il a ensuite également avoué l'agression et le viol de Lydia, mais avant la fin de l'interview, Travis s'est levé et s'est approché de Garoulet. Il a dit « Vous n'abandonneriez pas ». Et je l'ai regardé et j'ai dit « Vous avez raison ». Pendant que cela se passait, le procureur de district a appelé Tony pour lui annoncer qu'ils avaient trouvé le corps de Kenya. It was at that moment that I knew that
okay, they found Kenya, and I needed to get home and let Maria and the kids know before this thing hit the news. So I went out to my truck, and I kind of just sat there. I had to control myself before I could go and take away their hope. And I had them, and that. And that was the toughest thing I've ever done. Sa famille était dévastée, mais leur lutte n'était pas encore terminée. Ils devaient encore assister à la condamnation de Travis. De l'autre côté de l'État, quelqu'un d'autre se préparait pour cet événement. Lydia, seulement 2 jours après sa sortie de l'hôpital, a rédigé une déclaration de la victime à lire lors de l'audience. It took me about an hour to write it. And a lot of courage to get up there with my dad, who had to read it because I was non-speaking. You caused me no harm. My spirit, my soul, my mind remain untouched. May you find peace in this life. Et à la surprise de tout le monde dans cette salle d'audience, le père de Lydia a fini de lire la déclaration d'impact de sa fille avec ces mots : « Travis Forbes, je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. » Il n'y avait pas un œil sec dans cette salle d'audience, y compris le juge. C'est libérateur pour elle et je le comprends, et j'ai fait de même parce que nous n'allons pas vivre dans cette haine. Garuli et Tony n'en croyaient pas leurs oreilles. Seulement 3 mois après l'attaque, elle a vraiment accompli l'impossible. Elle est incroyable. Faire ce qu'elle a fait et endurer ce qu'elle a traversé, je ne pouvais pas imaginer. C'est une super-héroïne à nos yeux. Ce qu'elle a fait lors de sa procédure judiciaire le jour où il a été condamné pour ce qu'il lui a fait, le montant de quelque chose dans sa force et dans sa volonté de vivre. Après la condamnation, la famille du Kenya a finalement eu la chance de rencontrer correctement Lydia, une expérience puissante, en particulier pour Kim, la petite sœur du Kenya. Je n'ai que du respect pour elle. C'est une femme tellement douce, si forte et positive. Quand je lui ai fait un câlin, j'ai craqué. C'est juste, je ne sais pas, c'était bizarre. Je me sentais juste comme une connexion avec le Kenya quand je la serrais dans mes bras. Je me sentais juste comme une connexion avec le Kenya quand je la serrais dans mes bras. C'était presque comme si j'étreignais ma sœur.